Cours, Forest, cours. Oh non. Oui. Générique. Là, vous allez voir. L'émission a commencé. Buongiorno, hello, buenos dias, bonjour à tous, bienvenue, merci de nous Merci accueillir. à tous. On est en public aujourd'hui. Et oui, on est en public, merci de nous accueillir dans vos oreilles et dans vos cœurs. Nous sommes Drapeau Rouge, le podcast cinéma. Bruitagepublic.mp3. Oui. Je suis Florian Hepp, votre humble serviteur, accompagné de votre humble serviteur bis, Guillaume André Petit, le Gap. Bonsoir. Un maximum de bruit pour le Gap, s'il vous plaît. Ouais. C'est moi qui fais le bruit pour moi-même, c'est terrible. Nous sommes terriblement seuls. Pour y remédier, abonnez-vous, mettez 5 étoiles sur le podcast, venez sur Instagram, Drapeau Rouge, le podcast. Vous mettez des bonnes notes, vous en parlez à vos potes, vous partagez en story, bref. Faites-le, s'il vous plaît. Faites-le, merci. Et aujourd'hui, nous allons parler de 2 films, comme d'habitude. Running Man de Edgar Wright et Marathon Man de John Schlesinger, ça va courir. Et ce ne sont pas des films de super-héros. Non, ce Voilà. n'est pas. Ce sont 2 thrillers politiques. Oh oui. Et bon, c'est vrai qu'on les a pairés parce que c'était rigolo, Running Man et Marathon Man. Ouais, voilà, c'était juste le nom. Hein, y a Voilà. pas... Et puis ça fait plaisir. Non, il n'y a pas de... Aucun lien. Aucun lien. À part que... Non, mais pas. Oh, il y a quelques liens. Bon, Ouais. on y reviendra. Sur la machination. On commence par Running Man tout de suite, de Edgar Wright. Et oui, sorti Le cette année. grand retour du réalisateur English, Vlad Rosbif, qui revient nous faire des images. Waouh. Pardon. J'ai adoré ce moment. Edgar Wright, donc, trilogie Cornetto, Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Dernier pub avant la fin du monde, Baby Driver, Last Night on Zoo. Scott, Scott Scott Pilgrim, aussi, faut oui. pas oublier, il y a Scott Pilgrim, Oui. donc c'est un... Voilà, bon, nous, on est la génération des 90s, hein, on a grandi avec Edgar Wright, je pense que ça fait partie en tout cas de ces réalisateurs tout qui à fait. nous ont donné nos premiers émois cinématographiques, Wow. Peut-être pas nos premiers, mais en peut-être tout pas cas, les premiers, mais oui. qui ont fait partie du game, quoi. On s'est pris Hot Fuzz, quoi. Ouais, Shaun of the Dead aussi. Ouais, clairement. Et Scott Pilgrim quand même, hein. Ah, Scott Pilgrim après, ouais, Scott mais Pilgrim quand même. Et après, donc, après tout ça, il y a eu une deuxième partie de carrière un petit peu plus compliquée, puisque après le dernier pub, il a fait Baby Driver, C'est ça. et ensuite il a voulu aller faire Ant-Man, puisque Baby Oui, c'est vrai Driver qu'il a a voulu faire Ant-Man. Baby Driver a cartonné de chez cartonné. Ça, c'est clair. La trilogie Cornetto et Scott Pilgrim, c'était des succès plutôt antérieurs, mais postérieurs au contraire, Postérieur, justement, qui ont été des succès plutôt vus cultes par notre génération et qui ont fonctionné, mais au cinéma qui ont... En tout cas, c'était pas une star de réalisateur, quoi. Non, c'est clair. Mais Baby Driver a été vraiment un vrai succès. Et qui dit vrai succès, dit Marvel qui tape à ta porte. Edgar Wright a été à la base censé réaliser donc le film Ant-Man, il s'est barré Il s'est barré. parce qu'il n'avait pas la liberté créative. Ah bon? Bizarre. Oh, bah, Ça, il n'avait pas vu venir avant, tu vois. ça, non, il s'est dit, hop. Ok. Bah après, il y a cru, je pense qu'ils ont dû... Non, mais c'est un peu comme... Comment tu veux croire en ça? Oui, mais c'est comme quand on parlait de... Bien sûr que quand tu vas chez Disney, tu es un yes man. Donc, la semaine dernière, quand on parlait de l'Arche de la Défense, où il y a ce moment où en fait on te dit, bah oui, on choisit ton projet parce que c'est ça qu'on veut faire. Et qu'on dit, mais oui, et puis petit à petit on te dit, ah bah en fait, non. Mais du coup, je pense qu'il s'est pris ça dans la tronche. Et du coup, il a fait Last Night in Soho. Et London. Ouais, c'était pas dingue. Pour moi, ce film, c'est un PB. J'ai détesté. Moi, j'ai pas détesté, mais c'est pas insignifiant. Bah déjà, j'avais quelques problèmes avec Baby Driver sur notamment il y a des problèmes. À l'époque où je le vois, je trouve ça bien. Hein. Je vais pas faire de réécriture de l'histoire. Il y a un rythme fou. Edgar Wright, c'est un niveau divertissement. Je pense que ça reste quand même un des top gars. En termes de mise en scène, il y a plein d'idées, ça va vite, Oui, il se passe tout à plein fait. de trucs. C'est trop cool, c'est coloré. Donc moi, je me suis fait un peu avoir par Baby Driver. Je l'ai revu et c'est très compliqué. Le scénario, c'est vraiment un fantasme d'enfant de 8 ans, en fait. C'est vraiment... Je conduis des voitures qui vont super vite, et après, je sors avec la fille trop belle. Voilà. C'est Baby Driver. Oui, c'est vrai que c'est...
Et ça a posé un petit peu de problème maintenant que j'avance dans l'âge. Et Last Night in Soho, j'avoue que je comprends pas le projet. Enfin, je n'ai Il pas y a aimé du tout. quelques trucs que j'ai aimés dans la Oui, Night in mais Soho. Un peu comme dans Baby Driver, il y a quelques trucs que j'ai aimés, mais après, oui, non, c'est pas des grands c'est films. l'écriture généralement qui me pose problème. Oui, il y quoi. a C'est gros toujours problème un petit peu d'écriture. trop basique, un petit peu trop naïf. Mais bon. là, heureusement, il s'inspire d'un bouquin. Et oui, Running Man. Parce que là, il The revient. Running Parce que, il faut le dire, Last Night in Soho, pour le coup, ça a été un vrai four. Ah oui, Ça oui, s'est ah vraiment oui. cassé la gueule. En plus, il est sorti à l'époque Covid, pas Covid, passe Ouais. sanitaire, etc. Et donc là, il revient avec une adaptation de Stephen King. Scott Pilgrim. J'allais dire, je suis complètement fou. Stephen King. Ouais, c'est pas- Oui, il revient avec Scott Pilgrim. Bienvenue en 2009. La France vient de se faire sortir par l'Espagne en... En 2009 par l'Espagne. Non, c'était en 2008. 2008. Mais donc voilà, pardon. Il s'inspire du coup de Stephen King. En 2008, non, c'est pas sorti par l'Espagne. Bien sûr que si. Ah non, pardon. Non, tu confonds. Non, avec on sort en non, poule. C'est on sort en 2012. Ah oui, Eh quelle oui. horreur. Quelle C'est horreur. 2012, oui, le chute contre l'Angleterre. Oui, oui, Ta affreux, famille en affreux. t'embrasse. Mais Voilà. C'est une histoire pour un autre podcast. oui. Pour peut-être Carton un- Rouge, notre podcast foot, on avait déjà dit. Putain, c'est comme ça. Bref, on en reparlera. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Du coup, je me suis Eh, totalement pardon, perdu. c'est moi, j'étais Non, mais comme tu as quoi, raison. comme quoi c'était une adaptation du coup de Stephen King. Oui, voilà. Mais qui n'est pas vraiment en plus Stephen King stricto sensu. Alors, Qui est l'un de ses alias. ah oui, oui, en effet, c'était l'alias de Stephen King à l'époque. Tout à fait. J'ai oublié d'ailleurs le pseudo. Moi aussi. Pardon, Il s'appelle Michael Bacall? Pas du tout. Il est sorti de Mais loin toi, celui-là. t'as lu le livre, je crois. Oui, je l'ai lu le livre. Je l'ai lu, mais je ne sais plus, je sais plus le nom de l'auteur. Enfin, vous avez compris. De l'alias de Stephen King. Richard Bachman. Richard Bachman. Richard Bachman, qui lui permettait d'écouler un petit peu d'autres idées. Il écrit tellement de livres aussi en même temps. Je Non, pense mais que- oui, il est très bon ce Stephen. Ouais, je te crois sur parole. J'avoue que j'ai plus lu Stephen King depuis très longtemps. Oui, moi aussi. Mais Mais on l'embrasse. On l'embrasse. Il a des goûts cinématographiques horribles, mais Oui. mais il a des bonnes idées. Après, par contre, je sais pas s'il avait aimé la première adaptation du coup. Parce qu'il faut J'espère savoir pas. qu'il y a il y a une première adaptation du coup Oui. de The Running Man. l'as Ouais, qui est sortie 5 ans après la parution du livre. Donc c'est une adaptation de Paul Michael Glaser. Mm. Rien à voir avec Jonathan. Euh, Rien à voir avec Paul Walter Hauser aussi. Oui, c'est vrai, mais... Donc avec Schwarzenegger, et que j'ai découvert en amont de Bien sûr. l'enregistrement de T'as cet bossé. épisode. Ouais, bon... non, mais The Running Man, donc, qui est une adaptation vraiment en gros, parce que ça reprend très rapidement certains points du livre, mais... il y a une grande différence entre le roman et la première adaptation. Le roman est lui assez sombre, très brutal, alors que l'adaptation est complètement légère. C'est vraiment l'action movie basique de l'époque. Même le jeu est très différent dans la première adaptation. C'est une arène, c'est juste une arène. Le jeu n'est pas ouvert dans toute la ville ou dans le monde entier comme l'est dans le bouquin. Et le personnage aussi, donc dans le livre de Stephen King, c'est un homme désespéré et pauvre qui participe pour payer les médicaments de sa fille. Alors que dans le film, c'est juste un Schwarzenegger voulant prouver son innocence sur un truc à la con. Et la fin aussi est totalement différente, parce que la fin du livre, donc on en reparlera peut-être plus tard, parce que moi j'ai un point là-dessus, mais dans la fin du livre, c'est une opération suicide que fait le personnage. Ok. Il s'écrase contre la tour. L'immeuble, ouais. Network. Ok. Oui. Alors que dans le premier film, c'est complètement le contraire. Schwarzenegger ne meurt pas. Ok, d'accord. Et c'est une fin, comment dire, Happy End, c'est ouais. une happy end où il est avec une meuf qui est dans tout le film, et ils sont sur la scène du truc télé, ils sont tout contents. Oui. Le film, j'avoue, je l'ai regardé un peu à travers. Enfin, j'étais avec mon téléphone. Ok, je vous avoue, c'était pas du tout intéressant. Très mauvais film. Mais donc du coup, Mais il y bon. avait un film à faire sur ce livre qui est Mais quand du même un coup- bon roman, qui est une bonne idée.
Sur qui le est une bonne papier. idée, ouais. Sur Et le du papier. coup, Edgar Wright, lui, il prend la décision de plus se rapprocher du livre. D'après ce que j'ai compris, oui. Largement plus. Oui. Donc, mais bon. Il prend un peu plus le sujet au sérieux et se rapproche du roman sans non plus aller trop loin dans la sombreur, on va dire, Ouais. du bouquin, parce qu'il y a un certain nihilisme dans le bouquin de King. Et donc, un point rapide sur mon avis sur le film de Edgar Wright. Du coup, ce film est quand même bien meilleur que La Catastrophe de Glaser. Ou Glauser, je trouve que j'ai dit Glaser, je crois que c'est Glauser. Wow. On s'en fout. Comme si on allait voir d'autres films de Oui, ce mec. droit de réponse quand même. Si jamais tu veux venir, nous sommes obligés par la loi. Il est peut-être décédé. J'en sais Et bah rien. tant pis pour lui alors. Ce sera Quelque ce sera Schwarzenegger. Glaser pour Ce toujours. sera Schwarzenegger qui vient. Voilà, Schwarzy. Et... Ah non, parce que Schwarzy déteste le film. Oui, c'est vrai qu'il déteste le film. Donc mais il viendra pas, il viendra pas le il défendre. viendra pas le défendre en tout cas. Et du coup, bon, Edgar Wright, du coup, dans ce film, il fait une critique des médias, globalement, mais que je trouve un peu trop... Enfin, c'est vraiment didactique au possible. Ah oui, oui, oui. Et je trouve ça très lourd. C'est Vraiment, très lourd. sur beaucoup de points, je trouve ça très très lourd. Et pour moi, ça a déjà été fait en mieux et de nombreuses reprises. Bah notamment Paul Verhoeven, je trouve que Oui. le film est très Paul Verhoeven. Oui, c'est vrai. Ça fait très ouais, film des années 80 de Paul Verhoeven quoi. Un peu je sais pas le nom. Non pas Battlestar Galactica. Le titre est un peu similaire là, avec Denise Richards où ils vont à la guerre là. Ils vont à la guerre contre les insectes là. Oui, Sur Mars. Starship Troopers. Starship Troopers, merci. Ça fait très T'aimes pas Starship Troopers? Non, j'adore. Ah oui. Mais Parce que j'ai un ami que j'embrasse, Clément, oui. qui, si un jour on parle de Starship Troopers, il veut absolument être là. Bah écoute, il est le bienvenu. Voilà. Non, mais c'était juste une petite dédicace. Bah on l'embrasse. Et oui, je trouve que ça fait très ouais, ce un peu Robocop beaucoup aussi. Oui. Où notamment où la critique on va dire politique sociale est très appuyée. On comprend enfin encore que Starship Troopers pas trop mais peut-être Robocop plus Robocop que Starship Troopers. Et la violence, moi j'étais assez surpris par la crudité de certaines scènes de meurtre. Ah ouais? Ouais, bah en fait, je trouve que Oui. tu vois notamment où il y a le début où enfin le début du jeu où on voit comment les autres se font chasser. Non, pardon, la bande-annonce du jeu on voit le la récap. bande-annonce, oui. On voit le récap des émissions précédentes où on voit vraiment des gens se faire tirer dessus à bout portant et mourir et c'est assez cru. Moi, ça m'a un peu. En fait, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un film moi, un peu gentillé. Bah, moi, le côté divertissement fait que ça m'a rien fait. Ça m'a pas... Ah ouais, bah moi je trouve que justement, il y a tout un côté justement, on fait ah regardez c'est super, et puis d'un coup bam, on montre un gars se prendre une balle dans la tête à bout portant, et j'ai trouvé cette scène-là, bon, j'ai rien de spécial à en dire, je note, Tu notes. je le note. En fait non, je me suis dit ah ok donc Non, mais je trouve qu'il y a... je m'attendais peut-être à un film un peu plus Ouais, familial. C'est-à-dire que là je trouve que le film est quand même violent quoi. Ouais. C'est en ça que je le rapproche de Verhoeven. De très loin, attention, hein, je trouve que les films de Verhoeven sont bien meilleurs, et notamment dans leur dimension sociale, mais aussi cinématographique. Je trouve que là, le film est un petit peu... Enfin, même, le film est très... Mou? J'ai pas envie de dire mou, parce que je trouve que vraiment, pendant... Le film dure 2h10, je crois, Oui. et je dirais que vraiment, pendant 1h40, j'étais dedans. Ouais, non, mais Je moi trouve aussi. que le rythme est plutôt bon. Non, il le pas rythme est mou, bon. justement. Je parle plus mou dans... Enfin, j'ai quand même beaucoup lu que c'était un film assez politique. Ah, mais moi, je trouve... Ah, mais je trouve que moi, les séquences de lutte contre les puissants, je trouve que c'est évoqué que dans des séquences, voilà, très molles. Enfin, dans ces séquences-là, je trouve que ça fonctionne pas. Personne n'est galvanisé par ce qui se passe. Bah, moi, je trouve qu'elles sont peut-être molles dans le sens où ça va pas très loin, mais je trouve que C'est ça. elles sont quand même à remettre en contexte dans dans l'ambiance cinéma de ces dernières années.
Je trouve que c'est quand même rare d'avoir ce genre de message. Et oui, c'est très lourd, mais au final, c'est très clair. Je trouve que notamment tu vois, à la fin du film, il y a un monologue de Glenn Powell qui dit littéralement regardez qui dirige les entreprises. Qui dirige Oui, mais oui, il fait ça. Et il Oui. dit de trouver leur nom. Je pense à Et toi tu- quand on a enregistré l'intérêt d'un an d'un coup. C'est ça. Non, mais il dit regardez qui dirige, trouvez leur nom et allez les tuer. Je trouve que c'est. Ouais. Oui, mais. Non, mais je trouve que en vrai. Alors, sans dire que c'est bien ou mal, je suis en Dirty Tommy. Mais. Tu vois, sans faire de. Encore une fois, je le note. Je trouve que c'est un message qui est. Non mais je note aussi, ça reste un message qui est déjà un peu plus Bah oui, je trouve que ça va conséquent plus loin. que énormément de divertissement états-unien, mais Après, ça en dit beaucoup aussi sur le niveau, Ça reste léger, le hein. niveau où on est. Mais je trouve qu'il a quand même beaucoup. Alors, il est obligé de le surligner à chaque fois qu'il le fait. Mais tu vois, il dit souvent, voilà, nous, pendant qu'on se tape dessus, en fait, eux, ils se font de l'argent sur ça. Donc, il y a quand même une espèce de... Il y a une petite dénonciation. Moi, je t'avoue que je m'attendais, le film, quand j'ai vu de quoi ça parlait, j'ai vu les premiers retours qui étaient assez tièdes. Je me suis dit, oh là là, ça va être un film pseudo-subversif qui va rien dire du tout. Mais le film dit des choses. Je trouve que le film à son échelle, ça reste un film de divertissement. Moi, je demande pas à Edgar Wright qui me fasse un Oui, Running Man marxiste. oui. Et encore que, je trouve que quand Non. même, non, mais je dis pas que c'est marxiste. Ah. Non, mais je dis que, bah, en vrai, ce qu'il dénonce, je trouve qu'il est dans le vrai. C'est mou, machin, mais il a le mérite de le dire. Et il a le mérite de le dire clairement. Est-ce que ça en fait un bon film? Non. Non, Est-ce que ça en fait un... parce qu'il le dit, mais est-ce que c'est dans le cadre? Non. Bah, Mais non, mais parce que enfin franchement, il y a des moments ça manque quand même beaucoup de matière cette histoire-là. White crée un monde où un mort est un mort, rien d'autre. Et en vrai, on s'en fout, on passe dès qu'il y a un mort, on s'en fout, on passe complètement à autre chose. Et pareil pour toutes les victimes collatérales de toute cette histoire, c'est vide. Où sont les gens? oui. Parce qu'il y a personne. Et à un moment donné, il y a des scènes de foule. Hmm. Il y a quelques petites scènes de foule et moi je trouve que même ces scènes de foule un peu manifestants, enfin en tout cas qu'ils encouragent le personnage de Running Man, ça sonne vide. Je sais pas, ça sonne faux. Oui, c'est impersonnel. De toute façon, C'est très impersonnel. Après c'est ça aussi le problème de peut-être rester dans le prisme états-unien. Hmm. Genre dans cette histoire, qu'est-ce qui se passe dans le reste du monde? Et qu'est-ce Bah, qu'ils en- après, qu'est-ce- là, ça parle de la société. C'est pour, entre guillemets, dénoncer la société américaine. Ça parle de la société américaine, quoi. Ouais, mais du coup, ce serait intéressant quand même de savoir ce qui se Oui, passe mais dans après, en tout cas, ce on qu'ils a en 2 heures de pensent. film. Oui, mais je suis d'accord, mais même de savoir ce qu'ils en pensent. Et il y a un autre truc que je reproche à White, c'est que le roman de Stephen King, à la base, il se passe en quelle année? En 2025. Oui, c'est vrai. Pourquoi ne pas avoir fait l'histoire en 2025? Ça, je suis d'accord. Le monde, enfin, ce qui est dit par tous les enjeux, les détails, enfin, les sujets amenés par Stephen King, ils sont complètement d'actualité. Oui. Pourquoi ne pas avoir mis ce film, ramener ce film en 2025? Franchement, ça aurait été une super bonne idée. Je suis totalement Ça d'accord. aurait eu totalement de la gueule. Moi, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. En fait, quand j'ai commencé à voir l'espèce de design futuriste des années 80, je me suis dit, bah, pourquoi? En fait, pourquoi? Alors, pourquoi? Je comprends, Non, parce mais on que sait pourquoi. Mais... Edgar Wright est sûrement un bandeur du cinéma des années 80. Je le dis, pardon, je l'ai dit un peu avec mépris, mais c'est parce que je voulais... On a Si. compris. Voilà. Si, Si, je suis totalement méprisant. On l'a vu dans Last Night in Soho, c'était pareil. Exactement. Et même Baby Driver, d'ailleurs. Non, mais c'est vrai qu'en fait, c'est dommage parce que autant le message politique, comme je disais, il est un petit peu... il est assez cru, assez compréhensible et assez clair, ce qui est quand même rare dans les films qui sortent ces dernières années, notamment les films à gros budget. Mais du coup, c'est dommage, ouais, de le faire encore une fois dans un monde qui n'existe pas, quoi.
Alors Pourquoi avoir fait une version futuriste du truc? Enfin, oui, alors que en fait, il y a déjà de la surveillance faciale, il y a déjà Tout de est la là. reconnaissance, Tout est là. il y a déjà les historiques de tes paiements, tout le monde peut voir où tu as travaillé, machin. Tout est là. C'est vrai que c'est dommage de pas avoir ancré le truc un peu plus dans le réel. Alors après, le film, bon, faut pas lui faire le procès de ce qu'il n'est pas. Tu vois, il veut faire son film de science-fiction. Surtout aux États-Unis, des gens qui seraient prêts à tout pour payer des médicaments. Mais oui, ça existe déjà. Tout est là. Ça existe déjà, c'est vrai. Et c'est vrai que ça a été quand je voyais la bande-annonce, c'est pour ça peut-être que j'étais agréablement surpris. J'ai entendu beaucoup, enfin pas beaucoup, mais en tout cas les quelques critiques que j'ai lues ou entendues sur le film disaient ah, pour un film de Edgar Wright, ça aurait pu être mieux. Moi, je trouve que pour un film de Edgar Wright, ça aurait pu être pire. Donc peut-être que c'est pour ça que j'ai été un peu que je suis un peu plus clément avec le film, c'est que vraiment je m'attendais à un truc catastrophique et au final, je trouve que c'est un film qui se tient assez bien avec un dernier acte catastrophique. Ça par contre, je trouve la dernière demi-heure du film à partir du moment où il va dans la voiture avec la bourgeoise, je trouve qu'à partir de là, Ah ouais, non, ouais, ça, oh là là. alors non seulement c'est d'une lourdeur et d'une fausseté incroyable, Non, il sait pas finir son film comme pour le film qu'on va parler d'après. C'est très marrant. et en plus, Mais oui, moi ce que je trouve toujours dommage dans ce genre de films, qui sont un petit peu des films avec un rythme effréné où il se passe toujours plein de trucs, c'est qu'il y a toujours à la fin le moment où ça s'arrête. Pourquoi tu t'arrêtes? En fait, c'est-à-dire qu'à partir moi je peux pardonner les inconséquences du film, la lourdeur, oui. tant que le rythme est là, tu vois, je me dis oui, bon, c'est pour le rythme, effectivement, ça marche mieux. Mais à partir du moment où tu t'arrêtes, tout ressort en fait, tous les défauts du film ressortent. Puisque au début, tu m'enchaînais scène par scène, j'avais pas le temps de me poser des questions, j'étais pris dans le mouvement, quoi, c'était bien. Et à partir du moment où ça s'arrête, je me pose des questions. Et là, le film, il prend dans la gueule, parce que quand tu commences à te questionner, effectivement, le film s'arrête, et d'un coup, je me dis, bah, pourquoi là, ils sont à l'aéroport Et oui. pourquoi ils le tueraient maintenant plutôt que la semaine prochaine si c'était je pour pense faire à de la scène l'audience? de l'avion. Enfin, ça n'a aucun C'est sens. trop long, C'est trop long, ça n'a aucun sens. c'est statique, Il finit sur quoi? Sur une happy end, évidemment. comme dans la première adaptation. En au plus, final. c'est grossier comment c'est fait, cette espèce de vidéo du personnage. Oh. Franchement, j'étais agréablement surpris par le film pendant 1 heure et demie. Je me disais, bon, bah, ça se tient plutôt bien, et au moins il a le mérite de nous faire un film assez rythmé, où il se passe des trucs, avec quelques idées de mise en scène, malgré une colorimétrie toujours c'est tellement fade, quoi. C'est ça. Oh, les catastrophique, la colorimétrie des films à Ça, gros on budget de parlait, ces dernières années, c'est... Enfin, il aurait pu. Enfin, il y a aucune représentation aussi de là où il est. Enfin, apparemment, à un moment donné, il est à New York. Enfin, on sait même pas que c'est New York. Enfin, ça se voit Ouais, pas. c'est ça, ouais, Ça aurait pu être tourné à n'importe où. c'est ça, c'est une représentation science-fiction qui est datée, quoi. C'est ça. C'est que oui, on l'a déjà vu dans les films de Verhoeven, on l'a déjà C'est vu, ça, exactement. on l'a déjà vu plein de fois et mieux traité. Là, c'est juste vraiment de la science-fiction cosmétique, un espèce de post-apocalyptique je suis comme toi, ça m'a pas mal dérangé. Le casting est bon. Oui. Glenn Ça Powell, fait- moi, je suis dedans. J'ai beaucoup de sympathie pour Glenn Powell, je dois l'avouer. Je trouve qu'il a vraiment un physique qu'on a envie de suivre. Il a vraiment Bah, une... moi, je sais que. Enfin, j'ai vu le Combini Vidéo Club. Non, c'est pas dans Combini, c'est pas dans le Vidéo Club. Edgar Non. Wright? Si, d'Edgar Wright. Ok. Où il dit qu'il a choisi Glenn Powell après avoir vu Hitman. Ah bah oui. Bah oui, encore une fois, il lui met des perruques et des... Et je comprends. Je comprends de ce que j'ai. Oui, c'est de ce que j'ai compris. Il a vu Hitman, Edgar Wright, il a adoré. Et il a tout de suite pensé à Glenn Powell pour Running Ouais, Man. bah ouais. Donc il a dit à Stephen King, regarde Hitman. Ouais. Stephen King a regardé Hitman et a confirmé le choix. Oui, de parce que Powell. Stephen King avait un droit de regard sur le casting du film. Et ça, oui, là-dessus, Glenn Powell, bien sûr. Mais très très bon, que ce soit dans Hitman ou Running Man, parce que dans ce rôle, il est très bon. Et même
Josh Brolin avec ses fausses dents, là, Oui. je trouve il prend du plaisir à être là. Oui, totalement. Et franchement, Totalement. Josh Brolin, de toute façon, c'est toujours un régal dans ce genre de rôle. Coleman Domingo, il fait toujours le boulot. Toujours. Toujours là. Showman. Showman et Michael Cera, toujours un plaisir aussi. Hein. Michael Cera, oui. Toujours un plaisir. J'allais dire, très bonne scène. Bonne scène. Oui. Bonne séquence dans la maison piégée, là. Ah ouais. Ça, c'est, Oui, bah, c'est une bonne c'est une séquence belle du film. séquence. Moi, à un moment donné, quand le film, on se dirige vers un... En fait, la À solution partir du est moment où il trouvée. rentre dans la voiture... Ah, En gros, tu sais, quand il arrive chez Michael Cera, ils ont Ouais. trouvé une solution pour que le film va s'arrêter, puisque c'est bon, ils ont trouvé un moyen. Mm. Et en fait, Michael Cera pète un plomb et dit « Non, allez, boum, on refout le bordel !» Au début, j'ai dit « Ah, c'est un peu relou c'est pas une mauvaise idée. », mais ça Sauf que redonne un... Ce que ça redonne un... Ça oui, redonne ça de redonne quelque l'élan chose, au film. ça redonne de l'élan, mais pendant 10 minutes. C'est ça. Et après, le film décide de s'arrêter. Et il faut pas s'arrêter. Ne t'arrête pas. Mais si, c'est marrant, comme cette voiture qui s'arrête toute seule. Oh là là. Oui. Ça aussi, ça existe, les voitures Putain. qui se conduisent toutes seules. Putain, le GPS de A Big Beautiful, Oui. Pas Beautiful Journey. Encore toi, non. Quoi Non, Il pas est de toi. retour. Mais ouais, non, je regarde vite fait mes notes, voir si j'ai pas quelque chose à dire. Ouais, voilà, non, moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Je trouve que c'est une occasion manquée. Je pense que, voilà, Edgar Wright s'est trompé. Bon. Ouais, oui, C'est ça aurait pas, pu être- ça reste un bon divertissement états-unien. Je pense que beaucoup de monde peuvent aimer. Certains vont trouver que c'est un geste politique. Moi, non. Voilà. Bah si, quand même, moi je trouve que si. Je dis pas que c'est un geste pertinent, mais je dis que quand même, comparé aux autres films, il a le mérite d'être, de dire quelque c'est chose, sûr. quoi. Alors c'est vu et revu, c'est surligné. Moi, c'est- je pense pas qu'il y a une seule personne dans ce monde qui va sortir de ce film en sortant de la salle qui va dire ah ouais. Je pense que c'est vrai que les médias c'est un peu trop et les Mais inégalités de toute tout ça. façon, personne ne sortira d'un film, même d'un film de Godard ou de Pasolini, en se disant ça. Le cinéma ne change pas le monde. L'art ne Écoute. changera pas le monde, il n'est pas fait pour ça, hélas. Écoute, ça peut donner des idées. Je suis d'accord sur Bah oui. le principe, et ça peut donner des idées sur quelque chose. Là, personne va se Ah, dire. c'est- Je serais ouais, un peu plus curieux d'aller chercher. Tiens, est-ce que Bah peut-être. Là, il y a personne qui sort de ce film et qui va se dire tiens, je vais lire sur la télévision Tu n'en sais de Bourdieu. Je pense pas. Tu ne sais pas. Je pense pas. Moi, je trouve que voilà, j'étais assez voilà. Je trouve que le film va assez loin. Je trouve, même dans sa représentation de la violence, je trouve on a quand même des scènes intéressantes. On a quand même une déshumanisation de la violence qui est montrée par les gens et qui est quand même vécue par le personnage de Glenn Powell, même si son personnage est un petit peu trop aussi cartoonesque. Il a des Oui, réactions. Il s'énerve trop vite et on comprend pas pourquoi. Des fois, il fait des actes trop héroïques. Il est trop parfait, en fait. Ouais, Et c'est encore, on retrouve l'écriture enfant de 8 ans de Edgar Wright qui me dérange dans ses derniers films. l'enfant de 8 ans. C'est vrai que ça peut bien. Ça... Oui, c'est un peu, regardez, Ah, trop, voilà, trop c'est musclé. Oui, c'est pareil, c'est un message, du coup, message politique d'un enfant de 8 ans, oui. Bah oui. Les médias, les médias, ils nous font Oui, pas réfléchir. oui, mais les médias, oui, mais il dit, pour moi, le fait qu'ils disent regardez qui dirige et allez les tuer, je trouve que c'est un petit peu plus subversif. Parce que justement, il met des noms. Ouais. Il encourage à mettre des noms sur ça, quoi. Et on est en ce moment dans une période où c'est d'autant plus important, où c'est d'autant plus exacerbé. Donc, je trouve qu'il arrive à un moment propice. Moi, j'ai dit le problème du film, c'est mets-le dans ton contemporain et peut-être que t'aurais pu en faire quelque chose de bien meilleur. Et arrête de t'arrêter, quoi. Et Continue. arrête de t'arrêter. Ça s'appelle Running Man, cours jusqu'à la fin. Cours. Et j'ai une bombe. Oh, une demi-heure, c'est long. En plus, on le sait. Moi, à un moment donné, heureusement qu'ils ont dit... heureusement qu'ils ont désamorcé ce truc de t'as pas de bombe, on le sait. Parce que je me suis dit là, tu vois, c'est ce que je disais Oui, quand oui, le film s'arrête et du coup on commence à réfléchir et plus rien ne marche. C'est-à-dire que ils ont des caméras partout. Et ils vont voir que c'est pas une bombe très vite, donc ne nous fais pas croire qu'ils vont pas se rendre compte que Pareil, c'est une bombe. Il ne le fait pas, donc voilà. Bravo. Est-ce que sa famille s'est fait tuer ou pas?
On a compris que, du coup, c'est montré qu'elle se fait pas tuer. Lui, il Oui. a très vite compris qu'elle se fait pas tuer. Dans le livre, tout le monde se fait buter. Ah ouais? Ok. Dans le livre, ils se font buter, et c'est pour ça qu'il fait une opération suicide contre la tour. Oui, c'est vrai que du coup, là, à la fin, ils ont un peu adouci le truc. C'est vrai que ça... Très adouci. c'est vrai que ça aurait eu plus de portée. Là, on est plus sur une happy end. Ah, Oui, c'est clair. Ah, je vous attends devant le magasin. Ouais, mais ça m'a fait plaisir. Pas moi. Et nous allons, sans transition, passer au deuxième film de cette soirée. De cette journée. Vous êtes dans un podcast. Exactement. Nous allons remonter le temps, cette fois-ci en 1976, retour dans les années 70, Ouh là là. avec Marathon Man de John Schlesinger. Schlesinger. Mais c'est un réalisateur anglais qui a fait un film américain, comme Edgar Wright. Je viens de me rendre compte. Tout à fait. On est sur le même... Et eux aussi, les 30 dernières minutes sont horribles. Non. Pardon. Et on parlerait. Donc, Marathon Man, c'est le 8e film de Schlesinger, qui est donc, comme je disais, un réalisateur anglais. C'est sa première incursion dans le... Vraiment... On est en 1976, donc on est vers la fin du Nouvel Hollywood, et vers la lente amorce vers un cinéma plus divertissement, plus grand public, un petit peu plus sensationnaliste. Donc on est dans un film qui est dans l'entre-deux. Schlesinger, j'ai découvert Macadam Cowboy hier soir. Je voulais le voir en amont de ce podcast, j'ai pas eu le temps. Qui est sorti en 1969, qui était déjà avec Dustin Hoffman et qui était aussi avec Jon Voight, qui est un film exceptionnel. Il faut que je le voie. Vraiment, j'ai trouvé ça génial et qui est purement un film du Nouvel Hollywood, qui est même... on est entre Cassavetes et même un peu nouvelle vague française. D'accord. Je vous laisserai découvrir je regarderai aussi. Très très bon film de Schlesinger. Et du coup, là, il réalise donc Marathon Man, qui est donc un film avec beaucoup de budget, avec un gros casting, puisqu'on a bien sûr on a ce bon Dustin Hoffman. Il y a des nazis. Tout à fait. Et qui est... Et donc tu parlais des nazis, mais qui parle en fait qu'il y a deux grands sujets dans le film. Ouais. Donc il y a le sujet des nazis, bien sûr, et il y a le macartisme. Exactement. Qui est donc une période... On en a parlé dans un film récemment, non ? Oui. Dans quel film avons-nous parlé du macartisme ? Je me souviens plus. Je ne m'en souviens plus. Je suis sûr, oui, on en a parlé. Mais... Et donc, parce que c'est le personnage de Dustin Hoffman qui est étudiant à son grand âge. Ça déjà, mais d'ailleurs, ça c'est exceptionnel. Parce qu'on en parlait hors antenne il y a quelques semaines quand on a choisi Marathon Man, quand Guigui a vu le film et que tu m'as dit c'est fou Dustin Hoffman si vieux. Et du coup je me suis renseigné et sache que ça a posé problème à John Schlesinger. Ah ouais ? Qui voulait... Parce qu'en fait c'est le producteur qui lui dit je veux Dustin Hoffman. Et John Schlesinger... L'étudiant il a 40 ans. Et ça se voit sur son visage de Dustin Hoffman. C'est pas... Et John Schlesinger, en fait, dit mais non, ça n'a aucun sens, puisque le personnage est censé avoir 22, 23 ans. C'est ce qu'on s'est tous dit. Et du coup, ils ont engagé une maquilleuse. Qu'a-t-elle fait ? Alors là... Pardon, mais où est le maquillage ? C'est la maquilleuse sur le tournage de À bout de souffle. Oui. C'est pas... Oui, elle était là, mais elle a rien fait, parce que... Enfin bref. Ah oui, non, là, il n'y a pas... Oui, ok. Bah non, bon, en tout cas, c'est bon, très marrant. Et donc, du coup, on apprend au début du film que le père du personnage de Dustin Hoffman a été jugé, victime du macartisme, et qui s'est suicidé. Et c'est ce qui va, du coup, donner tout le... qui va donner toute la motivation et la hargne du personnage de Dustin Hoffman. Tout à fait. Et pour revenir vite sur... Parce que le macartisme, je sais pas si tout le monde se rappelle... C'est vrai, de ce que c'est. Donc j'ai noté, c'était à la fin des années 40, début années 50, pendant la guerre froide. Il y a eu un moment où les États-Unis, donc le communisme de l'URSS en face, a fait très très peur aux États-Unis et a servi d'excuse pour un peu nettoyer les gens un petit peu trop à gauche qui se trouvaient dans le système américain. Et oui. Donc, et en fait, c'était du coup le sénateur Joseph McCarthy qui va faire courir la rumeur que parmi le gouvernement, Hollywood, dans les médias et dans l'armée, il y a des agents infiltrés, des agents secrets. Communistes. Voilà, des communistes.
Et du coup, ça va mettre une paranoïa folle dans les États-Unis et ça va valoir beaucoup de condamnations sans preuve, des carrières totalement brisées, notamment dans le cinéma. On parlait de Sidney Lumet. On en parlera la semaine prochaine. Mais notamment Sidney Lumet qui a été accusé de McCarthy. Enfin bref, Ouais, non, ce qui est assez fou. Je sais que Robert Altman aussi. Robert Altman avait été victime de McCarthyisme. Pas mal d'acteurs aussi et d'actrices qui se sont vus parce qu'ils étaient un peu trop à gauche et des musiciens aussi. Donc voilà. Est-ce qu'on est dans la même situation en 2025 ? Ça commence petit à petit à revenir. Donald Trump. Et oui. Et du coup, ce moment paranoïaque de l'histoire des États-Unis va se retrouver dans le film. Et en fait, tout à fait. t'es obligé de lire Marathon Man comme une conséquence du macartisme, quoi. Il y a tout, quoi. C'est le thriller paranoïaque par excellence. C'est clair. La machination, les agents infiltrés, jusqu'à cette dernière demi-heure où ça va vraiment pousser les potards au maximum, quoi. Je crois que tu n'aimes pas cette fin. Pas vraiment. Il y a un peu de mal, ouais. Un peu grotesque. Mais on va commencer par le début. Commençons par le début. Il y a une manifestation à Paris, en vélo. Tout à fait. Déjà. Oui. Et ça, c'est... Déjà, ça, c'est... Je note. Quand tu disais je note. Manifestation, première scène à Paris. Les premières scènes de Paris, les seules scènes d'ailleurs, de Parisiens que l'on voit dans le film, c'est une manif. Non, il y a une autre scène après. Quand le frère va à Paris. Ah oui, c'est vrai. Il y retourne. Mais la première scène, du coup, c'est des manifestants en vélo. Oui. Voilà, je note. Non, mais oui, c'est noté. Et... Belle représentation de la France, j'aime beaucoup. Bah, surtout que c'était années 70. Ah oui, on est dans... Voilà, quoi. Et Daniel Cohn-Bendit, encore une fois. Putain. Oh non. Oh non, c'est parti. Le C-word, le CB-word. Ah, c'est reparti. Et je note en positif la manifestation. Bien sûr, évidemment. Et donc on a cette scène, ça commence aussi par la respiration de Dustin Hoffman qui est en train de courir. Ouais. Et c'est intéressant. Moi j'aime beaucoup. Ça s'est un peu perdu dans les films de divertissement. Ça m'a marqué quand j'ai vu Marathon Man. C'est que le film met en place tout un lore. Oui. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans les films de divertissement, si on met autant en place un lore, c'est vraiment pour faire une franchise. C'est pas pour un film d'1h40. Sauf que là, d'avoir fait tout le thème de la course, d'avoir créé cette espèce de background marathonien au personnage qui va pas au final servir à grand chose. Ça va expliquer beaucoup de trucs, mais c'est vraiment juste pour donner du corps, en fait, pour donner un personnage qui existe et pour en faire une espèce de métaphore sur un personnage qui a beaucoup de traumatisme intériorisé et qui va se défouler par la course, justement. Et déjà, j'ai trouvé ça assez... Ça m'a beaucoup marqué, en fait, de voir que on accordait autant d'importance aux personnages dans les films de cette époque-là. Parce que Marathon Man, je l'ai dit au début, c'est entre le film d'auteur et le divertissement, mais c'est un film de divertissement. Ouais, non, mais clairement, mais il y a une caractérisation du personnage. Oui, c'est ça. Une caractérisation poussée, quoi. Je trouve que le film c'est adapté d'un roman aussi. On l'a pas dit en intro, mais c'est adapté d'un roman. Même pour son rapport au macartisme et son père. C'est une scène au début à l'université où lui il veut faire un sujet, il veut faire pas une thèse qu'il veut faire. Oui, c'est une thèse, ouais. C'est une thèse sur le macartisme. Oui. Et c'est le professeur qui connaissait son père qui lui parle. Et ça déjà, ça caractérise la chose et on sait déjà où on va, quoi. Et puis ça recoupe avec, ça montre comment parce que le macartisme était aussi une manière. Parce qu'on a dit, oui, c'était pour les gens qui étaient un peu trop à gauche, mais il y avait aussi beaucoup d'antisémitisme là-dedans. Oui, bien sûr. C'était aussi une manière de continuer à faire la chasse aux juifs, quoi. Il y a beaucoup de juifs qui ont été visés par le macartisme aussi. Et du coup, il y a un parallèle qui est fait avec les nazis et le gouvernement américain, qui est assez intéressant. Ouais. Et assez couillu, encore une fois, à l'époque, tu vois. On est aux États-Unis, on est en 76, donc c'est... Non, oui, on est on est encore dans la guerre froide, on est encore dans la folie
Enfin, même si les années 70, c'est un petit peu Kennedy, machin, ça se calme un petit peu vers la fin, mais on est encore dans ce rapport-là. Donc c'était assez cool de faire un film là-dessus et de les montrer comme ça. Dans le choc des blocs, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Totalement. Et puis il y a cette scène aussi au début. En fait, la première demi-heure du film est assez folle. Il y a cette scène, du coup, cette poursuite enfin, ces deux vieux qui vont s'embrouiller en voiture et qui va mener en plus, c'était un nazi. Oui. Donc un nazi et un juif qui se... cette scène est complètement dingue. Qui sont dans une course-poursuite et qui se finit dramatiquement par un accident, mais qui en fait, qui va... Tout le film est déjà là, en fait. C'est ça qui est assez dingue. Et cette track, je trouve que il y a aussi un espèce de rythme effréné dans ce film où, mais qui garde quand même. Tu vois, il y a deux choses qui m'ont marqué. Il y a le fait qu'il y ait une caractérisation assez poussée. Et la deuxième chose, c'est comment le film dissimule des informations. En fait, il y a au début un montage alterné avec du coup le personnage de Dustin Hoffman. Donc on a en parallèle le personnage de Roy Scheider qui fait ses petites affaires et on comprend pas le lien en fait. On comprend pas et en fait on va apprendre, je crois que c'est au bout de 40 minutes de film qu'ils sont frères quoi. Oui, c'est... Et c'est même plus comment on comprend qu'ils sont frères d'ailleurs. J'ai plus le... Ben, il s'introduit chez lui. Ouais. Et donc du coup on se dit oh merde, parce que nous on a vu Roy Scheider tuer des gens, se battre, on comprend que c'est un gars c'est pas un mec qui blague, lui en voulait. Voilà. Et du coup il rentre chez Dustin Hoffman et on se dit oh putain. Et donc on est en tension et ensuite c'est désamorcé par qu'est-ce que tu fais là, je suis content de te voir et tout. Et j'ai trouvé ça assez fou. Je trouve que en termes de juste narration, c'est hyper intelligent parce que ça permet au spectateur de rester attentif en fait, parce que tu te dis mais attends, mais qui c'est ce gars, comment ça va être lié à la thèse de Dustin Hoffman qui court dans son coin. Et en fait Dustin Hoffman qui est là un petit peu comme qui est un personnage qui n'a pas envie c'est pas ses histoires à la base. Ah oui, non mais clairement il est complètement à part ça. Oui, il est... Et il va se retrouver pris dans un truc qui est beaucoup plus gros que lui. Ouais. Et jusqu'au bout quoi. Et tu vois que oui, il en peut plus, le pauvre. Il en peut plus. Et il a déjà perdu, il perd son père, il perd son frère. C'est assez dramatique. C'est un film qui est très dur, je trouve. Émotionnellement, il se passe beaucoup de... Enfin, on nous épargne pas grand-chose dans le film, quoi. Non, c'est clair. Et... on est avec ce personnage, le fait de l'avoir caractérisé de cette façon aussi... c'est un mec lambda qui n'a pas d'histoire, qui a des soucis émotionnels concernant par rapport à son père, voilà, mais qui n'a pas d'histoire, qui court dans son coin, voilà, il va courir, il va à l'université. Oui. Donc le fait que ce soit quelqu'un de lambda comme ça, quand il lui arrive des choses, évidemment qu'on est ému par ce qui lui arrive. Et je trouve que la mort de... Et il lui arrive des trucs de fou. Oui. C'est ça et notamment la mort du coup de Roy Scheider, son frère, elle est assez brutale, quoi. Ouais. Je me suis dit, ah ouais. Oui. Parce qu'en plus, le personnage est flamboyant. Roy Scheider, il est super. On aime ce personnage, quoi. On a envie qu'il... C'est ça, il y a beaucoup de fois où il arrive à déjouer des tentatives de meurtre quand il est à Paris. Il arrive à New York, il est flamboyant, tout ça. Et d'un coup... c'est ça. Coup de canif. Et du coup, c'est hyper intéressant aussi de faire vivre... d'avoir réussi à créer des personnages aussi vivants, qui fait que le spectateur comprend le deuil du frère, parce que nous-mêmes, on est en deuil de ce personnage. Si avant, il y a la scène au restaurant avec... Oui. où il est comme horrible. Oui, il est horrible. Il est horrible avec il est horrible, mais avec la petite amie, du coup, de Dustin Hoffman. Mais le personnage est oui, mais parce qu'il est horrible parce qu'il croit que... Il a le mauvais soupçon, comme on dit. Oui, finalement, il a de bons soupçons. Oui, d'ailleurs, il a le bon soupçon. Pardon. Mais à ce moment-là, on le sait pas. Enfin... C'est ça. Mais du coup, même si à ce moment-là, il est dur et tout, c'est quand même un personnage qui nous manque parce qu'il était important dans la narration, quoi. Et à chaque fois qu'il était à l'écran, il se passait quelque chose. Et du coup, moi, au moment où il meurt, je me dis, est-ce que le film va pas perdre en intérêt? Parce qu'on perd quand même l'un des personnages les plus intéressants du film. Et je trouve qu'au final, il réussit. Du coup, le personnage de Dustin Hoffman prend une nouvelle dimension parce qu'il est obligé, du coup, de grandir, quoi. Parce que de toute façon, il lui arrive des trucs
Et Oui. il peut pas, voilà, il peut pas Et faire du- autrement. Et ça nous amène à cette dernière demi-heure. Ouh. Que tu n'as. Non, mais ça m'intéresse d'avoir ton avis. Moi, je suis pas à fond. Je suis d'accord que je me suis dit, ah, c'est un peu trop. Je comprends pourquoi ils ont fait ça. Je la trouve intéressante, notamment visuellement. Je trouve que le lieu où ils sont, Oui, sur le lieu, oui. je trouve que ça, il se passe quelque chose à l'image, quoi. J'aime bien ce qui se passe, mais je suis pas 100% convaincu non plus. C'est vrai que ça part très très loin. Moi, ce que j'aime dans tout le film, c'est le ton glaçant, l'atmosphère très pesante. Vraiment, je trouve qu'elle est formidablement installée par le cinéaste sur les 3 quarts du film. Et je trouve que tout ça est gâché dans cette dernière séquence, ces dernières séquences. Euh, À déjà- partir de quand? alors, il Parce faut que je me la scène souvienne- du dentiste, elle est exceptionnelle. la scène du dentiste, elle est exceptionnelle. Oui, ça Ça, je passe. suis d'accord. C'est Ça l'après. passe la douane. Ok. Déjà, quand le nazi se promène dans le quartier juif. Oh non! Pourquoi faire? Oh non, elle est super cette scène. Alors, qu'elle soit cinématographiquement superbe, pourquoi pas, mais ça n'a aucun sens. Mais si! Bah, en fait, c'est tout le. Là, je trouve que c'est bien que tu aies ramené cette scène parce que je l'avais oublié. Et il y a un truc qui est ultra intéressant dans cette scène, c'est justement comment Schlesinger tourne, euh, change le côté de la paranoïa. C'est-à-dire que d'un coup, Oui, c'est un nazi qui a peur de se faire découvrir par les juifs. je suis d'accord, mais ça n'a aucun sens qu'il soit là. C'est pas grave, c'est bien. Je suis d'accord, je suis d'accord, la scène fonctionne dans le sens là, mais Et non seulement il y a ça, mais en plus, donc il y a le côté nazi qui a peur de se faire découvrir par des juifs, mais il y a en plus le fait que le réalisateur nous met à la place du nazi et qui fait que on n'a pas envie qu'il se fasse découvrir. C'est-à-dire qu'on est avec lui. Et ça, c'est Ouais. horrible, mais c'est super. il y a que toi qui te mets à la place des nazis. Mais non, mais Non, je je me mets pas à la Je place. plaisante. C'est-à-dire qu'en fait, on a peur, quoi. Oui, non, mais Et ça joue sur ce côté un petit peu. Mais bon, pour moi, ça fait C'est pas une super sens. Mais après, il y a la scène de la maison. Déjà, enfin, je comprends pas pourquoi il refait appel à sa petite amie. Hmm. Bon, il y a pas mal de trucs qui, pour moi, ne font pas sens. C'est même tourné au ridicule, je trouve. La scène de la maison est ridicule, mais la scène avec le nazi, du coup, à Central Park, là, Hmm. est le comble du grotesque. Après, Le truc de faire manger les diamants, je trouve ça si mauvais. En fait, c'est convenu. À partir de la scène de la maison, tout est convenu. Oui, oui. Il y a comme s'il il avait vraiment pas d'idée pour finir son film. Et je sais pas, je trouve ça trop facile. Mais c'est un dénouement facile. Ouais. Et je trouve ça dommage. Parce que pour moi, ça gâche vraiment les 3 quarts du film. Où il arrive à te mettre cette atmosphère vraiment pesante, machin. Et là, ça devient grotesque. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment dommage. Je sais qu'ils ont édulcoré aussi la fin du film par rapport au roman. Oui, parce que je crois que c'est. Qu'ils ont mais je crois que adapté. c'est Dustin Hoffman qui a demandé à faire changer la fin. Oui, Je crois que j'ai lu quelque chose comme ça. oui, c'est Dustin Hoffman qui a demandé à faire changer. Parce que dans la fin Il faut pas du l'écouter. livre, je crois que le personnage du coup du fils donc Ouais. de Dustin Hoffman qui est face aux nazis lui fait un espèce de monologue en disant donc il pointe le nazi avec son arme Ouais. et il lui dit tu vas te retrouver je vais te tuer, il y aura pas de paradis, pas d'enfer, toi ce qui t'attend après la mort c'est que en gros tu vas mourir et il y a tous les gens dont tu es responsable de la mort qui vont t'attendre avec une hache et qui vont te torturer pour tout. Enfin, il lui dit un truc hardcore comme ça, tu vois. Et ensuite, qui aurait oui. pu être intéressant et qui en plus Et ensuite, fonctionne bien avec le. Et ensuite, il lui tire une balle dans la tête. Ok. Et Dustin Hoffman voulait pas parce que c'était trop Dustin Hoffman ne veut pas tuer des nazis. non. De son Bizarre. choix. Bizarre. Non, mais il voulait du coup que ce soit parce que Ouais, non, mais c'est ridicule. Enfin, la scène où il est en train de courir dans les escaliers pour aller chercher les diamants là, mais ouais, mais moi je trouve comme un gamin là. oui, mais je trouve que du coup il y a un petit truc, un côté un petit peu jouissif. Oui, mais c'est au aussi 117 quoi. Oui, non, mais c'est OSS 117 qui a volé la scène surtout. Oui, bah du coup, oui, c'est vrai. Mais Donc, du coup, oui, c'est oui. compliqué quand tu vois OSS 117 en premier, je suis d'accord, mais il y a quand même un côté un petit peu jouissif. Le roman était quand même
Bon, Je veux bien qu'on tourne au ridicule des nazis, c'est pas mon problème, mais là je trouve que par rapport, surtout, enfin par rapport à l'entièreté du film d'avant, ça devient grotesque. oui, je suis d'accord. Voilà. Après, c'est aussi une. Alors, ça a été peut-être un peu mal exécuté, je suis d'accord avec toi. Et c'est aussi l'idée de faire une espèce de réécriture de l'histoire et une espèce de vengeance. Je sais que, du coup, l'auteur du roman, qui a aussi écrit le scénario du film, du Mhm. coup, c'est pour ça que j'en parle, lui était dans une posture de dire en fait, on en a marre de la figure du juif victime Ouais. dans les films. Et du coup, c'est pour ça qu'il avait fait cette fin très coup de poing et très où c'est non, c'est ça y est, on reprend l'arme et en fait, vous devez avoir peur de nous et pas l'inverse, quoi. Ça aurait été bien plus intéressant. Je suis d'accord avec toi. Et du coup, c'est vrai que cette fin, c'est un peu bon. On se moque du nazi qui sa Regardez le nazi, il est cupidité. ridicule, et ouais, voilà. Voilà, il est Mais cupide et du coup, en plus, ça retourne le cliché du juif cupide. oui. Là, c'est l'inverse, tu vois, c'est le nazi qui, pour ses diamants, va se jeter dans le vide, quoi. Oui. Donc il y a quand même un truc intéressant dans cette scène. Je la mets pas totalement à la poubelle. Je l'aime plus que toi, on va dire. Moi, ça me sort beaucoup de choses. Voilà, encore une fois, c'est juste par rapport à... C'est même pas la scène toute seule que je juge, c'est par rapport à tout le film avant. Oui, non, mais je suis d'accord. C'est... Tu passes du mec dentiste horrible qui... Parce que cette scène, parlons-en, mais c'est quand même une grande scène du cinéma. Ah oui, non, mais ça, bien sûr. Mais tout à fait. C'est une des scènes les plus Terrifiant. ouais, terrifiantes du cinéma, quoi. C'est-à-dire, je pense qu'il y a beaucoup de traumatismes du dentiste qui sont nés de cette scène. Mais bien sûr. Mais en plus, et encore une fois, c'est par rapport encore une fois aussi à ce qui se passe avant, c'est... Mm. Bah, le personnage de Dustin Hoffman n'a rien à foutre là. Oui, il ne doit pas Il se, connaître cette douleur. il se retrouve dans cette situation. Le mec n'a rien à foutre là. C'est ça, parce que du coup, il se retrouve. Il se fait capturer par donc ces nazis. Il y en a un qui est dentiste et qui va le torturer avec une fraise, Oh, putain. va lui percer les dents, quoi. Ah ouais, moi... Et il lui pose la C'est question horrible. What's in this? Is it safe? It's safe. Le Is fameux it safe? Is it safe? Ah, c'est horrible. Et Oui. il le joue. J'ai oublié le nom de l'acteur qui joue aussi ce personnage-là, qui était un acteur très très connu des années 50 notamment, et 40, et qui le joue d'une façon si calme. Ouais. Et c'est glaçant, cette scène elle est glaçante. Non, ça fonctionne, ça fonctionne carrément, mais même dans toute ça reste tout se rassemble par rapport à la tension de tout le film et l'atmosphère pesante. Et oui, cette scène fonctionne parfaitement parce que, encore une fois, il y a la caractérisation du personnage de Dustin Hoffman qui est un mec lambda à qui on lui fait subir des horreurs pareilles. Oui. Alors qu'encore une fois, il a rien à foutre ici. Et c'est Laurence Olivier, l'acteur, Ok, pardon, qui est un immense acteur qui a eu plein d'Oscars, qui jouait dans Rebecca, Spartacus, Le Limier, enfin bref, un grand acteur Ok. des années 50-60. Bah, très bon. Oui. Voilà. Mais bon. Et Ben Hill qui a disparu aussi, je viens de voir, de Otto Preminger, que j'ai vu récemment, Ok. effectivement. Ok, Voilà. ok. Mais très grand acteur. Donc voilà, alors, attention, parce que là, on peut croire que vu que je suis en train d'allumer les 30 dernières minutes ou 20 Il dernières allume. minutes du film, j'ai quand même beaucoup aimé le film. Oui. Vraiment. Voilà. Je trouve que c'est un peu gâché par cette fin, mais j'ai beaucoup aimé le film. Et Ouais, voilà. c'est un film intéressant. Je trouve que C'est un super thriller, super thriller psychologique. Et il y a quand même la filmographie de Dustin Hoffman dans les années 60 et 70 est assez impressionnante et elle est un petit peu mise en dessous des monstres genre De Ouais. Niro, Al Pacino, Déjà, tout ça. il rentre dans le Nouvel Hollywood avec le lauréat. Ouais. Enfin, le Nouvel Hollywood commence par là. Il y a le Nouvel Hollywood, il y a Macadam Cowboy, j'en parlais. Mm. Il y a Marathon Man, il y a Little Big Man que j'ai pas encore vu malheureusement. Mais il y a aussi Dustin Hoffman. Les hommes du président? Non, attends. Oui, Les Hommes Oui, du Les Hommes du Président, totalement. Il y a Kramer contre Kramer aussi, qui est un super film. Et franchement, il a une sacrée classique dans ça. Donc voilà, à creuser, ne pas oublier. N'oublions pas Dustin Hoffman. Non. Et surtout Jeanne d'Arc de Luc Besson, Oui, tout à fait. Et Megalopolis de Coppola. que je n'ai pas vu, que je ne verrai sûrement jamais. Megalopolis? Ouais. J'avoue, ça Faut le m'intéresse voir. peu.
Faut le voir. Alors peut-être que je regarderai. Mais en tout cas, merci à tous. Merci de nous avoir écoutés. Et oui. N'hésitez pas, comme j'ai dit au début, à vous abonner, Abonnez-vous. à en parler à vos proches, 5 étoiles sur Spotify. bien sûr, Abonnez-vous. et voilà. Et on vous souhaite une bonne soirée. Et la semaine prochaine, nous allons parler de la police. Oh oui, la police. Dossier 137 de Dominique Moll et Serpico de Sidney Lumet. On retournera dans les années 70. À New York. Oui. Attention, la police. Attention à vous. Attention à vous. Allez, gros bisous. Allez, bisous. À bientôt. Ciao. Ciao.